Bonjour, merci, un grand merci, ben oui, pour vos vœux, on vous les a envoyés, vous nous avez répondu, et surtout, on était très sensible avec ma petite équipe, avec Olivier, avec Françoise, aux mots gentils pour la petite équipe, pour le travail que l'on fait. On essaye de faire un travail très sérieux, bien entendu, très informatif, et surtout, tout le temps lié à l'actualité pour vous donner des clés pour comprendre. Et donc, on va encore essayer de s'améliorer et d'être les meilleurs. Alors, on va revenir sur un fait d'actualité début 2024 qui concerne l'aviation. Bon, il y a eu la catastrophe sur l'aéroport de Tokyo, mais là, il y a eu un autre problème avec ce qu'on appellerait l'affaire Boeing 737-9, c'est le numéro de série, Max, pas Max la menace, mais Max pour la taille de l'avion. Alors, petite explication. Donc le 737, c'était, et ça reste toujours, le cheval de bataille dans le monocouloir de Boeing. Et il a eu un concurrent, qui a été, bien entendu, l'Airbus A320, qui a été décliné en plusieurs séries pour aller du plus petit jusqu'au plus long, qui est l'A321. Et cet avion, l'Airbus a été amélioré de façon, avec de nouveaux moteurs, d'être encore plus économique et de fait aller sur le marché du 737. D'où une rivalité, on va y revenir, qui a des conséquences commerciales et aussi financières pour Boeing. Et ce n'est pas étranger à ce qui s'est passé. Donc, ce 737-9 MAX existe en deux versions. La première qui est une version, je voudrais dire, standard, 180 passagers, c'est tout de même un monocouloir, c'est-à-dire une allée centrale et deux rangées de 3 sièges. Et puis, la version longue, plus grande capacité, qui intéresse bien entendu les low cost. Si la longueur de la cellule est la même, par contre, vous imaginez bien qu'on va mettre, au lieu de 180, on va mettre 200 passagers, mais l'espace entre les sièges, hélas, j'en sais quelque chose, et c'est le cas de Ryanair, a été diminué. Donc, comme il y a une même cellule pour faire des économies, il y a deux versions. Seulement voilà, les autorités de sécurité américaines ont dit, attention, dans la version avec le maximum, d'où le nom de max de passagers, il faut une issue de secours supplémentaire. Et Boeing a dit, oui chef, on va donc installer à l'arrière, vous voyez, de l'appareil, une issue de secours, il y en a ici deux sur l'aile et une à l'avant sur le poste de pilotage, une issue de secours. Et donc, deux cas de figure. Si vous prenez l'avion standard, eh bien, on n'a pas besoin de l'issue de secours, et donc on va boucher, en quelque sorte, ce trou qui existe dans toutes les carlingues, avec un panneau. Et dans la version longue, par contre, eh bien, on va mettre une porte normale, d'issue de secours, avec non pas un grand hublot, mais avec un tout petit hublot rond, de façon à permettre au PNC, quand l'avion s'est posé, à regarder l'extérieur et de voir l'approche de la passerelle pour les passagers. Donc, nous sommes dans le cas d'une version max, mais courte, et où il y a donc un bouche-trou, un panneau, avec un hublot de la taille des autres hublots, de façon que, lorsque le trou est bouché avec ce panneau, eh bien, on n'y voit quasiment rien. Et que s'est-il passé? Eh bien, sur le vol décollage de Portland, au bout de 20 minutes, fort heureusement, il n'était qu'à 5000 mètres d'altitude, et à 5000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est la moitié de la pression atmosphérique au sol. Je voudrais dire, fort heureusement, eh bien, ce panneau, c'est pas une porte, ce panneau a été arraché, est tombé, et on l'a retrouvé au sol. Et là, ça interroge. Comment un tel panneau, qui est verrouillé, on va y revenir, a-t-il pu s'arracher? Réponse, eh bien, ce sont les autorités américaines, mais on va essayer tout de même d'en tirer les leçons. Donc, voilà donc un panneau qui vient boucher un trou. Donc la première des choses, c'est d'abord de plaquer sur, en quelque sorte, un encadrement comme une porte. Voici un schéma que l'on s'est procuré auprès de Boeing, donc tout à fait officiel. Vous reconnaissez donc l'encadrement, je veux dire, du trou, et puis vous avez ici le panneau qui est en quelque sorte ouvert. Voilà donc ce panneau, avec ici son hublot, et puis là, les membrures. Alors regardez bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 butées. Ce sont des butées. On vient plaquer
le panneau sur le trou de la carlingue, mais pour pas qu'il rentre dans la carlingue, il y a des butées. Il y en a 12, 6 d'un côté, 6 de l'autre. Ensuite, il faut éviter que le panneau ne ressorte du logement. Là, il y a seulement 4, ce qu'on appelle des pins. Des pins, c'est-à-dire des petits axes. Voilà donc la porte réelle, toujours entrebâillée, avec ses membrures. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 butées, vous les voyez nettement, là les voilà. Et les axes de finition, les pins, en quelque sorte, il y en a 2 ici, vous voyez, verticaux, avec des ressorts, on y reviendra, pour pouvoir les ajuster. Et là, 2 axes ici, à ce niveau-là, horizontaux. Et vous allez voir comment tout ceci va se verrouiller. Donc, regardez bien. Sur l'encadrement, là, c'est la porte. Vous voyez, il y a sur la porte, en quelque sorte, une gorge, un support dans cette forme. Et sur la porte, il y a le pins, c'est-à-dire, en quelque sorte, un tube de cette taille-là. Et au moment du montage, vous voyez bien, eh bien, le pins on va glisser la porte dans ce logement. Regardez, vous voyez la gorge, là, et là, vous avez l'axe. Voilà comment ça se monte et ça se glisse. Reste maintenant à éviter, une fois que le montage est fait, c'est-à-dire que le pins est bien dans son logement, que ça ne ressorte pas avec les variations de pression, l'avion monte et descend, et puis également, surtout, les vibrations. Donc il faut empêcher le pins de sortir de la gorge. Comment ? Eh bien, on va mettre, en quelque sorte, un boulon, c'est-à-dire vis, avec un écrou, vous le voyez ici, voilà donc l'écrou, et pour pas que ça se desserre, eh bien, l'écrou qui est ici est un écrou qu'on appelle cannelé, avec en travers, vous voyez, une goupille fondue dont on rabat les bords. C'est tout à fait classique. Voilà donc le montage qui empêche la porte de panneau de sortir de son logement. Reste donc maintenant la grande question, comment se fait-il qu'un système qui est connu depuis 2006, qui est monté sur les Boeing 737, qui est même monté sur l'Airbus A321, qui a donné toujours satisfaction, ait été défaillant. C'est-à-dire que le système se soit déverrouillé. C'est-à-dire, la question se pose, comment se fait-il, et on en parle, que cet écrou, soit n'ait pas existé, soit se soit desserré. Là, c'est l'enquête du bureau enquête accident, le BEA américain, qui va y répondre. Et là, on s'interroge. Qui est le responsable ? Et là, il y a 2 cas de figure, il y a 2 réponses. Le président de Boeing reconnaît, c'est la moindre des choses, il y a eu une erreur. Oui, il n'a pas dit laquelle. Mais l'erreur, s'est-elle produite chez Boeing ou chez le sous-traitant ? Et oui, Boeing, pour faire des économies, notamment sur sa chaîne de montage de 737, sous-traite la plus grande partie du fuselage à une autre entreprise américaine qui est spécialisée dans ce domaine. Et donc, c'est à ce niveau que l'on va fixer le panneau et on va livrer la cellule par chemin de fer chez Boeing. Boeing, en arrivant, va démonter le panneau de façon à pouvoir accéder à la cellule d'avion et procéder à l'équipement, au câblage, à l'équipement intérieur, les fauteuils, etc. Et va refixer le panneau. Donc la grande question, c'est de savoir, est-ce que ce fameux écrou, ce fameux boulon qu'on soupçonne, soit de ne pas être là, d'avoir été oublié de monter, c'est grave ça, soit l'écrou se serait desserré, il serait parti. Bon, j'avoue, j'ai beaucoup de doutes. Et surtout, que personne ne s'en soit aperçu. Telles donc les réponses que l'on attend. Reste que derrière tout cela, il y a un énorme problème qui est celui, vous l'avez bien compris, du suivi de la qualité de chez Boeing. La grande Boeing qui a fait tout de même le 747, qui a fait le 707, premier avion quadrimoteur qui pouvait traverser l'Atlantique. C'est-à-dire ce sont des succès. Et puis pendant la guerre, les forteresses volantes, ils en ont fait 13 000. Cette grande maison ne soit pas capable de suivre la qualité. Parce que
elle s'est lancée dans une course, il y a eu des erreurs énormes de management. Elle s'est lancée dans une course aux économies, et surtout, elle a eu un concurrent qu'elle n'a pas vu venir ou sous-estimé, qui est Airbus, qui est une grande réussite mondiale. Et de fait, eh bien, ce sont non plus les ingénieurs qui ont commandé Boeing, mais hélas, des financiers. Et donc on a fait des économies, on a sous-traité au maximum, on a licencié, quand on a absorbé McDonnell Douglas, 30 000 personnes, on a licencié. Et donc il a fallu, quand les cadences sont revenues après le Covid, eh bien réembaucher des gens qui n'en avaient pas l'expérience, d'où peut-être à ce niveau du personnel un manque de qualif, un manque de suivi. Donc la Boeing, qui est pas encore en faillite, qui a connu 2 graves accidents avec son 737, qui a des problèmes avec le 787, qui a des problèmes dans le domaine spatial, on l'a vu, qui est foutu de poser un engin sur la Lune, la grande Boeing est bien mal en point. On est inquiet pour son avenir. Et puis pour finir cette chronique, eh bien, on n'a pas de livre à vous présenter, le Père Noël est passé. On attend le prochain Père Noël. Mais je dois tout de même rendre hommage à une excellente revue pilotée, avec des articles de fond. Moi qui ne suis pas, disons, pilote grand professionnel, j'avoue que j'apprends énormément de choses. Et puis surtout, par exemple, voyons, on parle d'Airbus, regardez comment moi je l'avais connu ça en tant que journaliste, comment Airbus est arrivé avec l'A300-600 à prendre le marché américain. Et puis ce que l'on attend, eh bien, c'est les chroniques de Gérard David, que je salue, et puis de Lelay, qui était le pilote d'essai de l'A380, qui a des chroniques techniques qui soient tout à fait abordables. Merci, piloté, et à la semaine prochaine.